Bonjour à tous, c'est parti pour la discussion et du débat comme tous les jours entre 9h et midi sur RMC la radio et RMC Story la télé, le canal 23 de la TNT. C'est parti pour 3 heures de discussion avec vous au 32-16. C'est donc le temps des GG, le temps des grandes gueules, les amis. 21e saison que nous sommes là et que vous nous faites vivre bien sûr tous les jours en direct. Abel Boyer, l'éducateur et des nôtres, bonjour. Bonjour les amis, j'en profite rapidement pour saluer le pôle espoir du centre Val-de-Loire basé à Châteauroux, auprès de qui je suis intervenu hier, auprès de jeunes footballeurs âgés de 13 à 15 ans. Je les embrasse très fort. Les GG, les grandes gueules en direct sur RMC Story, les grandes gueules avec aujourd'hui l'éducateur Abel Boyer, avec Laura Vartan-Martinez, la sophrologue, avec Emmanuel Debillet, l'entrepreneur. Les amis, nous sommes ensemble jusqu'à midi, ça vous le savez. Et là maintenant, on va revenir sur ce qui s'est passé dans le collège de La Rochelle. Oui, après je me suis rendu compte que c'était un couteau. J'ai vu du sang sur le t-shirt de l'autre. Et la prof s'est interposée et nous a dit de sortir. Du coup, on est sorti en courant parce qu'on était paniqués. Voilà, vous imaginez les gamins de 13 ans ? Petit cœur. Voilà, vous imaginez ce à quoi ils ont fait face là ? Effectivement, ce collège de La Rochelle, l'élève de 13 ans qui a poignardé un de ses camarades de classe et qui, d'après ce que l'on sait ce matin, n'a toujours pas réussi à justifier précisément pourquoi il a fait ça. Question. Mais là, il n'y a pas de justification encore, Abel Boyer. Moi, je dis toujours que la société française est remplie de bombes à retardement. Tu sais, il y a souvent cette expression, il manque une case que l'on utilisait de façon folklorique. Psychologiquement, chez ces jeunes qui sont des bombes à retardement, il manque vraiment une case. Et c'est au niveau du passage à l'acte. Tu as la pulsion, l'envie de défourailler quelqu'un, mais en général, quand tu es équilibré, tu passes par la case réflexion, qui fait que tu te reprends, tu te dis je vais pas aller jusque-là parce que tu penses aux conséquences. Aujourd'hui, cette case réflexion, elle n'existe plus chez certains. C'est pulsion, action directement. Et là, c'est extrêmement dangereux. Maintenant, quand on parle des couteaux, moi je pense que le problème, c'est pas le couteau dans l'école, c'est le couteau dans la société et comment les mouvements masculinistes dont on minore l'impact apprennent à nombreux de nos jeunes garçons que un homme, c'est quelqu'un de viril, qui peut te tabasser et qui peut t'enlever la vie aussi. Avec tout ce qui se passe en plus avec sur ce gamin de 13 ans, tu crois? Non, le mouvement masculin, pardon. Tu crois? Il y a des influenceurs que je ne citerai pas, qui font des lives sur TikTok, qui animent des groupes Snapchat en disant « Si je viole une femme, j'ai pas besoin de culpabiliser » et qui enseignent à des jeunes mômes de 11-13 ans comment agresser ou violer une femme sans avoir le sentiment de culpabilité derrière. Ce qui se passe dessus, c'est une catastrophe, c'est en train, excuse-moi l'expression, de défourailler le cerveau de nos jeunes. Et effectivement, la santé mentale, la psychologie, sa boîte, la psychiatrie, c'est le parent pauvre de la médecine, et on va en avoir encore des cas. Sans compter que, comme je dis souvent, chez les 16-25 ans, il y en a beaucoup, c'est déjà perdu. On va essayer de semer des graines, c'est mort. Il y en a qui ne comprendront que par la casse-prison ou malheureusement par la mort, et là, il sera trop tard. Et la santé mentale chez les enfants et chez les adultes est quelque chose qui est, mais ce n'est même pas minimisé, c'est oublié. Et tant qu'on ne comprendra pas que ces enfants-là, ils ne sont pas construits correctement, on ne n'en sortira pas. Et alors, ça ne passera pas par des fouilles au corps, ça ne passera pas par fouiller les sacs des écoliers, pas forcément par des Est-ce que ça passe par les parents le matin qui doivent vérifier le sac des enfants, ça passe par les parents, garçons avant, parce que c'est les garçons qui agressent. Ça passe peut-être au retour de la psychologue scolaire qui soit là, parce que forcément il y a des parents, comme on sait que... Est-ce que ça veut dire maintenant, tu vois, tous les parents de Français de Navarre le matin, quand leur garçon part à l'école, ils doivent regarder ce qu'il y a dans le sac? Avant, il y avait des psychologues scolaires ou l'infirmière scolaire qui était là tous les jours. Maintenant, on a une infirmière pour 5-6 collèges qui ne s'en sort pas. Je suis désolée, les professeurs sont suffisamment à même de remarquer, et pour avoir des enseignants dans ma famille, sont suffisamment à même de remarquer quand il y a des problèmes chez un enfant. Avant, va voir la psychologue, va voir la CPE, va voir... Maintenant, il n'y a plus ça. Donc, si on veut éviter que les problèmes grandissent et s'accentuent, il faut traiter le problème à la racine. Et la racine, c'est quoi? C'est la psychologie et l'équilibre de nos enfants. Mais aussi, il faut mener une réflexion sur la parentalité, parce que tout commence dans la famille. Moi, je suis un enfant des années 80. Je suis désolé. Un enfant éduqué, quelque part, c'était le rayonnement de l'intégration même des parents. Des fois, on se prenait même la remarque, arrête de faire des bêtises parce que sinon, on va dire que tu as été mal éduqué. Ah oui, oui. Et quand tu étais un enfant d'origine étrangère et que tu vivais en quartier populaire, la sentence finale, c'était laquelle? Ton père ou ta mère dit « je te renvoie au bled ». Moi, j'ai vu des potes pleurer quand ils savaient qu'ils étaient renvoyés
en Afrique ou en Asie. Ça, c'était la sanction ultime. Et je les ai vus revenir quelques années plus tard en disant, punaise, vous avez de la chance d'être ici. Donc, tout commence par la parentalité. Donc, pas forcément aller tout de suite sur la case sanction, l'accompagnement. Il faut repenser la parentalité en France. Il faut voir quel est l'état de la parentalité parce que c'est plus dur aujourd'hui aussi. Repenser la parentalité, ça veut dire quoi? C'est plutôt aux parents à prendre leurs responsabilités, savoir qu'aujourd'hui, moi, je suis pour des sanctions aux parents. On est dans un cycle de violence. On est dans un cycle où les enfants peuvent être, comme tu le disais toi-même, sous influence. On sait que ces enfants, cette génération qui a été enfermée à cause du Covid, la santé mentale est devenue, je reprends encore ton expression, une bombe à retardement. Donc effectivement, c'est aux parents aujourd'hui de regarder leurs ados, de regarder leurs discuter de savoir s'ils sont enfermés beaucoup dans leur chambre, s'ils sont beaucoup sur les réseaux sociaux, ce qu'ils regardent, discuter avec les enfants, ça veut pas dire être intrusif dans leur univers. C'est simplement avoir un dialogue et désamorcer éventuellement. RMC face aux grandes gueules. C'est Frédéric Ploquin qui est avec nous, journaliste d'investigation. Vous le connaissez, vous le voyez souvent, vous l'entendez sur les plateaux télé pour parler grand banditisme et narcotrafic. Bonjour Frédéric. Bonjour. Mais aujourd'hui, on ne vous reçoit pas seul puisque vous êtes avec Sébastien Pitot, surveillant de prison pendant 20 ans. Vous avez côtoyé les détenus les plus dangereux, les terroristes, les grands bandits, les profils de radicalisés. Bonjour Sébastien Pitot. Bonjour. Ces 20 années de surveillance de prison avec Frédéric Ploquin, vous en avez fait tous les deux un livre dans lequel il est question de corruption, de ce qui se passe à l'intérieur des prisons. Pourquoi avoir accepté, vous, c'est la question qui revient, de témoigner au grand jour sur ce qui se passe dans les prisons? Écoutez, moi ça me semblait important. Moi j'ai vécu des moments extraordinaires en prison, mais j'en ai vécu aussi des très compliqués qui m'ont beaucoup marqué, et qui m'ont tellement marqué qu'un jour j'ai décidé de démissionner. Mais j'ai voulu raconter ce que j'avais vécu et aussi pourquoi j'étais parti. Pourquoi vous êtes parti? Je suis parti parce que ce qui s'est passé, le départ en fait, je parle d'une affaire de corruption dans le livre, on a enquêté, on a travaillé dessus, et puis à un moment on n'a pas été au fond des choses. Alors ça a été un choix de l'administration de ne pas aller au fond des choses, mais moi je m'étais exposé, on a remis un couvercle sur la poubelle et on m'a laissé au milieu. C'est quoi la corruption en prison? Elle a des formes diverses et variées. Qu'est-ce que c'est que la corruption alors, et celle que vous avez voulu dénoncer? La corruption, ça va être faire rentrer des choses illicites, interdites par la prison, qui ne sont pas forcément illicites, comme des téléphones dans la vie de tous les jours. Un téléphone, c'est pas interdit, mais en prison, ça l'est. Ça va être rentrer un téléphone, ça va être rentrer de la drogue, ça va être rentrer de l'alcool. Ça va être des choses comme ça. On a envie de dire, parfois, des gens disent, c'est pas grave. C'est pas si grave que ça. Le problème, c'est qu'un jour, c'est plus un téléphone qu'on va faire rentrer, c'est un flingue. Et le flingue, il va servir à quoi? Le flingue, il va peut-être se retrouver sur ma tête, parce que moi, j'étais dedans tous les jours, avec mes autres collègues, bien évidemment. Et à un moment, ne pas aller au fond des choses et un peu remettre un couvercle sur la poubelle, moi, j'ai pas supporté ça. Quand je dis pas aller au fond des choses, c'est-à-dire qu'il y a un mec qui est tombé, mais sincèrement, moi je suis convaincu qu'il n'y en avait pas qu'un. Mais on n'avait pas les moyens d'investigation suffisants, et au lieu de diligenter des enquêtes, etc., pour au moins faire la lumière et être sûr, Pourquoi on n'a pas diligenté les enquêtes alors? Écoutez, je sais pas, moi j'avais pas le pouvoir de décision. Par contre, je l'ai subi. Mais là, si vous voulez, la prison, c'est quand même l'un des trous noirs de la République, j'ai l'habitude de dire. C'est-à-dire qu'il y a une espèce d'omerta, on ne sait pas ce qui s'y passe. Et nous, journalistes, quand on y est admis, c'est dans le cadre de plans de communication, de plans com. Donc là, lorsque Sébastien Pitot vient me voir, il me dit, oui, on va tout dire, je peux tout dire parce que j'ai claqué la porte. Donc ça le libère de cette espèce de fil à la patte qui fait que normalement un surveillant n'a pas le droit de parler. Donc là, il nous dit tout. Et moi, je suis devenu cette petite souris que le lecteur peut être et qui va se retrouver au cœur de la maison. Qu'est-ce qui vous a frappé, de la maison centrale de France, la plus sécurisée. Et là, effectivement, cette histoire de corruption, elle est beaucoup plus importante qu'on le croit, parce que quand Sébastien Pitot en parle, il dit, à un moment donné, c'est vrai qu'au départ, c'est petit, on rentre un parfum, on rentre un aftershave, on se dit, c'est pas grave, le surveillant qui fait ça, il se dit, c'est pas grave, il touche un petit billet, mais il mesure pas l'impact, la conséquence du fait que ces grands voyous qui sont en face de vous, à partir du moment où vous leur rentrez un aftershave, ils vous tiennent littéralement pour la vie. Ils ont votre carrière entre les mains. C'est-à-dire le profil des détenus a changé aujourd'hui. Oui, on le voit bien, de toute façon, c'est de plus en plus violent. Regardez, quand on voit un type se faire sniper dans le cimetière à l'enterrement de sa mère, il n'y a plus de règles. Mais vous allez encore plus loin dans le livre, parce que
Vous dites à propos de la corruption, à un moment, vous écrivez que quand on en balance 1, ça va, on est félicité. Quand on en balance 10, la direction vous fait comprendre que, attention, faut pas aller trop loin. Et par rapport à cette corruption, on parle beaucoup du gardien, du surveillant qui se laisse corrompre pour avoir la paix sociale, sachant que vous décrivez bien que le gardien, c'est à la fois un flic, un pompier et un psychiatre. Mais il y a la corruption aussi qui vient de l'extérieur. Il y a des gens aussi, même si c'est marginal de ces réseaux, qui ont réussi à infiltrer le personnel de la pénitentiaire. J'allais y venir. Et je finis ma question. Moi, je traite un cas. J'accompagne une jeune fille qui a été séquestrée dans un réseau de prostitution des mineurs. Je ne vais pas citer le nom de la ville, mais le gars, il était à VLM, donc vous savez c'est quelle prison. Il gérait tout depuis la prison. Il expliquait comment ça se passait. Et il expliquait qu'il avait des gars à lui qui faisaient partie du personnel dans d'autres prisons ailleurs en France. Mais j'allais y venir. Pour moi, le dernier cas de corruption, c'est ça. Aujourd'hui, il y a des surveillants qui sont des voyous. Voilà. Et alors, je pense que c'est le cadre de corruption qui y a le moins. Oui, bien sûr. Mais par contre, ça a commencé. Mais c'est les plus difficiles à attraper. Parce qu'ils sont organisés. Un type qui l'a fait par faiblesse, par bêtise, etc. Un jour, il va s'effondrer, il va se mettre à pleurer, et puis il va raconter toutes les bêtises qu'il a fait. Mais le voyou, il va pas le faire. Et là, c'est beaucoup plus difficile à attraper. Et il y en a quelques-uns. Et par exemple, quand je dis on se sent pas soutenu, je vais vous donner un exemple. Un surveillant fait, moi ça m'est arrivé, je fais une fouille de cellules, et puis je trouve du shit ou un téléphone portable. Bon, il y a un compte-rendu d'incident, il y a une procédure disciplinaire, le détenu est auditionné par le gradé enquêteur à l'intérieur de la prison. Mais parfois, le surveillant, il est convoqué au commissariat, il est auditionné par la police. Comment vous avez trouvé le téléphone ? Pourquoi vous avez fouillé cet endroit-là ? Mais ça veut dire quoi, ces questions-là ? Ça veut dire quoi ? Une audition qui est faite, mais si vous voulez, la façon dont on va vous poser les questions, moi ça m'est arrivé plusieurs fois. On vous pose des questions, genre... ouais, mais c'est pas toi qui a été le cacher, le truc, peut-être pour faire avoir une affaire au détenu, ou peut-être pour... Je sais même pas pourquoi, enfin, ça me paraît lunaire en fait. Mais ça existe. Et c'est ça qu'on voit dans le livre, il y a beaucoup de choses que vous découvrez, vous êtes étonné qu'on a le droit de faire ça en prison. Je prends l'exemple... il y a un homme qui est accusé de viol, en tout cas il est condamné pour viol, et bien il a le droit de commander un carton de livres et de DVD de films porno. Oui. Il y a un Corse qui est pareil, incarcéré. Pendant tout un après-midi, il y a des travaux dans sa cellule pour installer un bras métallique qui va soutenir sa télé. Ça dure pendant des heures et tout va bien. Oui. Il y a cet échange avec ce directeur de prison algérien qui lui est effaré de voir la qualité de la nourriture en prison et qui dit mais nous en Algérie c'est du pain rassis et de l'eau et c'est dissuasif quoi. Et aussi il y a la question de la récidive. Parce que vous prenez l'exemple d'une personne assez âgée. Attends, avant que tu continues sur la récidive, on peut s'arrêter sur ces cas précis. Parce que ça, on se dit quand même... Vous savez, quand on parle des fois dans les conversations, on dit c'est la prison Club Med. Alors bien évidemment, c'est pas le Club Med. Mais les exemples que donne Abel, ça peut quand même étonner, Sébastien. Justement, qu'on laisse faire les travaux toute la journée dans la cellule du caïd Corse pour qu'il ait son bras télescopique pour la télé. Enfin, on peut se dire quand même, quoi. Ben oui, mais ça existe. Ça existe, c'est la réalité, quoi. C'est la réalité. Parce qu'on sache. Après, c'est pas. Ouais, je tiens quand même aussi à dire, oui, comme vous le dites si bien, c'est pas le Club Med. Non. C'est pas le Club Med. Hein. Moi, j'aurais pas passé 20 ans en prison. Parce que tu les as passés. Oui, je les ai passés. Ouais, mais pas. Je chantais le soir quand même. Je chantais le soir. J'avais quand même quelques activités annexes. Mais si vous voulez, je pense que moi, c'est important de donner une deuxième chance aussi aux gens qui sont en prison. Parce que je tiens à parler de ça, parce que des fois, je trouve que ça tape un peu trop quand même sur le voyou, quoi. Le voyou, il a droit aussi à sa deuxième chance. Mais il faut apporter des activités, il faut proposer des choses. Alors quand je vois des kartings qui rentrent dans la prison de Fresnes, je veux dire, c'est pas possible, quoi. J'ai vu aussi, entendu, dans des prisons, des ateliers massage, etc. À un moment, faut pas déconner, quoi. Il y a un truc qui m'a aussi choqué, parce que moi, j'ai eu l'occasion aussi d'intervenir en prison et d'animer des ateliers manga parce que je suis dessinateur. À un moment, vous dites que il y a beaucoup d'argent qui ont été mis pour la lutte contre la déradicalisation. Et vous avez découvert avec effarement qu'au final, cet argent, il a été détourné et il a été utilisé pour réhabiliter les douches, par exemple, et pas du tout pour l'objectif initial. Une partie de cet argent, oui, a été utilisée. Alors même si les douches en avaient fortement besoin, à un moment, moi, en tant qu'acteur de terrain, je me dis, finalement, il y a les deux.
Il y a le citoyen qui paye des impôts et ça me gêne un peu. On a mis beaucoup d'argent et que c'est pas ça a allé là où coûté il beaucoup fallait. d'argent. Mais il y a de l'argent qui a été dépensé comme ça, quoi. Et C'est une réalité. Et en fait, il y a eu des budgets et rien n'a été fait. Le ministre de la Justice, qui est potentiellement candidat à l'élection présidentielle, il a pris la mesure. Ça bouge les choses, Frédéric? Ça bouge. D'ailleurs, j'espère vivement que Gérald Darmanin lira ce livre, parce que ça peut le faire encore avancer dans sa réflexion. Ça bouge et des décisions ont été prises sur le conseil de gens qui ont connu la prison de près. Des conseils lui ont été donnés. Il a été décidé c'est la création de deux établissements pénitentiaires ultra sécurisés, où en gros on a mis sous cloche les principaux grands délinquants du moment, provisoirement à Vendin-le-Vieil et à Condé-sur-Sarthe. C'est une expérience en cours qui, pour l'instant, à première vue, est relativement un succès. Sauf que Sébastien, je lui posais la question hier, me disait mais il n'a pas tort, et moi je connais aussi les voyous pour travailler sur eux. Tôt ou tard, ils vont trouver la faille. Et donc, sur le moyen terme et long terme, je ne suis pas sûr que ce soit suffisant.